Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Vous êtes avec moi ce soir sur le canapé de Voyage au bout de la nuit pour quelques heures de lecture. Il est l'heure de nous retrouver pour votre rendez-vous littéraire nocturne quotidien préféré sur D8. Je vous lisais précédemment les mémoires de l'écrivain François-René de Chateaubriand, plus précisément son œuvre intitulée Mémoires d'outre-tombe, où il nous retrace en fait toutes les différentes étapes de sa vie. Donc c'est une sorte de biographie. Là, on commence au moment où il nous raconte ses souvenirs d'enfance, lui-même issu de la petite noblesse bretonne. Il vit dans un château qui s'appelle le château de Combourg, qui se trouve entre Saint-Malo et à 30 km à peu près de Saint-Malo, pardon, plus précisément en Ille-et-Vilaine, et qui est en fait un lieu apparemment assez inquiétant, puisqu'il nous raconte que apparemment ce château serait hanté. Mais c'est pas tout. Il évoque également ses souvenirs d'enfance et sa complicité avec ses sœurs, ses longues promenades solitaires qui lui auraient donné le goût de l'écriture et l'envie d'écrire. Il nous raconte sa relation un petit peu mitigée, conflictuelle avec son père, et notamment les déboires de ce dernier. Et il va aussi se lancer en fait dans un questionnement un peu philosophique, dans le sens où il remet en question complètement sa relation avec Dieu et sa relation par rapport à la religion, jusqu'à avoir connaître une période assez noire où il va faire une tentative de suicide, mais il s'en sortira miraculeusement et pensera donc que c'est un message de Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va donc avoir une révélation par rapport au christianisme, et plus précisément au catholicisme, donc qui jouera un rôle assez important dans sa vie. Un petit peu plus tard dans le roman, vous verrez qu'il aura un séjour assez bref à Paris, avec une carrière littéraire, politique, également un départ en bateau pour l'Amérique, et sa fameuse rencontre avec l'empereur Napoléon de Bonaparte. Pour l'heure, je vous propose de continuer la lecture là où on en était. Avant cela, vous n'hésitez pas à m'écrire à moi directement, si vous le souhaitez, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, vous connaissez le principe, c'est simple, ça s'affiche juste là, en bas de votre écran, vous tapez #VBN. Je poursuis pour vous la lecture des Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle nuit sur D8. Telles sont les impressions de l'enfance, que je répète encore ces méchantes rimes avec plus de plaisir que les plus beaux vers d'Homère. Qu'une vierge gothique, vêtue d'une robe de soie bleue, garnie d'une dentelle d'argent, m'inspire plus de dévotion que la plus belle vierge de Raphaël. Du moins, si ma sainte patronne, et si cette étoile des mers, Stella Maris, qui calma la fureur des flots, avait pu apaiser les troubles de ma vie. Mais il fallait que je fusse agitée même dans mon enfance. J'ai dit comment ma récolte contre les maîtresses de Lucile commença ma mauvaise renommée. Un camarade qui devint mon intime ami acheva de me perdre. Mon oncle de Chateaubriand du Plessis, établi à Saint-Malo comme son frère, avait comme lui 4 filles et 2 garçons. 2 de mes cousins, Pierre et Armand, qui formaient d'abord ma société, l'un, Pierre, devint page de la reine. L'autre, Armand, fut envoyé au collège comme destiné à l'état ecclésiastique. Pierre, au sortir de page, entra dans la marine et périt dans un voyage à la côte d'Afrique. Armand prit le parti des armes, servit pendant toute l'immigration, fit intrépidement dans une petite chaloupe 20 voyages à la côte de Bretagne et vint enfin mourir pour le roi en 1808 à la plaine de Grenelle. Il a laissé un fils que j'ai placé dans les gardes de monsieur, et sa sœur aînée, qui a pris le voile, est aujourd'hui supérieure des religieuses trappistes. Privée presque tout de suite de la société de mes cousins, je la remplaçai par une liaison nouvelle. Au second étage de l'hôtel que nous habitions, demeurait un gentilhomme nommé Guéril qui avait un fils et 2 filles. Ce fils était élevé tout autrement que moi.
Enfant gâté, tout ce qu'il faisait était trouvé charmant. C'est un véritable démon. Il ne se plaisait qu'à se battre et surtout à exciter des querelles dont il créait le juge. Il jouait des tours perfides aux bonnes qui promenaient les enfants. Il n'était bruit que de ces espiègleries qu'on transformait en crimes les plus noirs. Le père riait de tout et Joson n'en était que plus chéri. Géril avait 2 ans plus que moi. Il devint mon intime ami et prit sur moi un ascendant incroyable. Je profitais sous un tel maître, quoique mon caractère fût entièrement opposé au sien. J'aimais les jeux solitaires, je ne cherchais querelle à personne. Guéril recherchait les plaisirs de la foule et ne plaisait qu'au milieu des bagarres d'enfants. Quand quelques polissons me parlaient, Guéril me disait « Tu le souffres ?» À ce mot, je croyais mon honneur compromis et je sautais aux yeux du téméraire qui avait osé s'approcher de moi. La taille et l'âge n'y faisaient rien. Et j'étais souvent battue. Mon ami spectateur du combat applaudissait à mon courage, mais il ne faisait rien pour me secourir. Quelquefois, il formait une armée de tous les petits garçons qu'il rencontrait. Nous nous divisions en 2 bandes et nous nous battions sur la grève à coups de pierre. Un autre jeu inventé par Guéril était encore plus dangereux. Lorsque la mer était haute et qu'il y avait une tempête, les flots, en se brisant au pied du château du côté de la grande grève, jaillissaient jusqu'aux embrasures des tours à 30 pieds d'élévation. Au-dessus de la base d'une de ces tours régnait un parapet étroit, glissant et incliné, par lequel on pouvait communiquer à l'ouvrage extérieur qui défendait le fossé du château. Il s'agissait de saisir l'instant entre 2 vagues et de passer rapidement dans l'endroit périlleux avant que le flot se brisât et couvrît la tour. Voici venir une montagne d'eau qui s'avançait en mugissant et qui, si vous tardiez d'1 minute, pouvait vous entraîner, vous écraser contre le mur. Pas un de nous ne se refusait à l'aventure, mais j'ai souvent vu des enfants pâlir avant de la tenter. On pouvait craindre par le penchant de Guéril à pousser les autres dans des combats dont ils restaient spectateurs. Il ne déploya pas dans la suite un caractère fort généreux. C'est lui pourtant qui, sur un plus petit théâtre, a peut-être surpassé l'héroïsme de Régulus, devenu officier de marine. Il fut pris à l'affaire de Quiberon. Le combat était fini, les vaisseaux anglais continuant de tirer sur l'armée républicaine. Guéril se jeta à la nage, gagna les vaisseaux, dit aux Anglais de cesser le feu, en leur annonçant le malheur de la capitulation des émigrés. On voulut du moins le sauver en lui jetant une corde et en l'engageant à monter à bord. « Je suis prisonnier sur parole, cria-t-il, du milieu des flots, et il retourna à terre à la nage. Il fut fusillé avec ses nobles compagnons. Je pense, avec orgueil, que cet homme a été mon premier ami, et que tous les 2, mal jugés dans notre enfance, nous nous liâmes par l'instinct de ce que nous pouvions vouloir un jour. Et que c'est dans le coin le plus obscur de la monarchie, sur un misérable rocher, que sont nés ensemble et presque sous le même toit 2 hommes dont les noms ne seront peut-être pas tout à fait inconnus dans les annales de l'honneur et de la fidélité. Les malédictions dont les bonnes frappaient Guéril rejaillissaient sur son ami et augmentaient considérablement ma mauvaise réputation. On me fit surtout un crime d'une chose dont j'étais innocent. Les méprises sont communes dans la vie. Nous étions tous un dimanche sur la grande grève, et c'était l'heure du flux. On voit au pied du château et le long de la chaussée qui unit Saint-Malo à la terre ferme, de gros pieux enfoncés dans le sable et destinés à rompre l'impétuosité des vagues. Un de nos grands plaisirs était de monter en haut de ces pieux, de nous y asseoir et de voir passer au-dessous de nous les premiers flots de la mer montante. Nous avions donc pris nos places, comme de coutume. Plusieurs petites filles avaient grimpé sur les pieux avec nous et nous étions une 20aine d'enfants assis et rangés à la file.
J'étais le plus avancé vers la pleine mer et je n'avais au-dessus de moi qu'une jolie petite fille qui riait de plaisir et qui pleurait de peur. Mais Géril, qui se trouvait à l'autre extrémité de la file du côté de la terre, la mer arrivant, il faisait déjà du vent et on entendait les bonnes et les domestiques qui criaient « Descendez, mesdemoiselles, descendez, messieurs !» Géril entend une grosse lame. Lorsqu'elle passe au-dessous de nous, il pousse tout à coup l'enfant qui était assis devant lui. Celui-là se renverse sur un autre et celui-ci sur un autre et toute la file s'abat comme des moines de cartes. Mais chacun est retenu par son voisin. Il n'eut que la petite fille de l'extrémité de la ligne sur laquelle je tombais, qui n'était pas appuyée par personne et qui fut jetée à la mer. La lame l'entraîna en se retirant. Aussitôt, 1000 cris. Toutes les bonnes retroussent leurs robes jusqu'aux genoux et tripotant dans la mer, chacune saisissant son enfant et lui donnant une tape. La petite fille fut repêchée, mais elle dit que c'était moi qui l'avais jetée en bas. Les bonnes fondent sur moi, je leur échappe. Je cours me cacher dans la cave de la maison. L'armée femelle arrive en hurlant. Ma mère et mon père étaient heureusement sortis. La Villeneuve défend vaillamment la porte et soufflette l'ennemi le plus avancé. Le véritable auteur du mal, Géril, riant à mourir quand il m'avait vu poursuivi par les bonnes, me prêta pourtant son concours. Il monta chez lui, et avec ses 2 sœurs, il jeta par la fenêtre de l'eau et des pommes cuites aux assaillantes. Elles levèrent le siège à l'entrée de la nuit, mais cette nouvelle répandit dans la ville et le chevalier de Chateaubriand, âgé de 7 ans, passa pour un homme atroce, un reste de ces méchants garnements dont sainte Alette avait purgé son rocher. Une autre aventure mit fin à cette première partie de mon histoire et produisit un changement considérable dans le système de mon éducation. J'allais un jour à Saint-Servant avec Géril. Ce joli faubourg dont j'ai déjà parlé est en terre ferme et séparé de Saint-Malo par le port marchand. Pour y arriver, lorsque la mer est retirée, on passe des courants d'eau sur de petits ponts de pierre étroits que la mer couvre au moment du flux. Les 2 domestiques qui nous accompagnaient étaient restés assez loin derrière nous. Nous apercevions à l'extrémité d'un des ponts 2 grands mousses qui venaient à notre rencontre. Géril me dit « Laisserons-nous passer ces gueux-là » Et aussitôt il leur crie « À l'eau, canard !» Ceux-ci qui étaient les plus forts et qui, en qualité de mousse, n'entendaient pas la raillerie, avancent fièrement. Géril recule avec moi. Nous nous plaçons à l'extrémité du pont. Saisissant des pierres, nous les jetons à la tête des mousses. Ils courent sur nous, nous forcent à abandonner notre poste, s'arment eux-mêmes de cailloux et nous mènent battant jusqu'à notre corps de réserve, c'est-à-dire jusqu'à nos domestiques. Je ne fus pas comme Horatius Coclès qui, frappé à l'œil et à l'oreille, un galet m'atteignit si rudement que mon oreille droite à moitié déchirée tombait sur mon épaule. Je ne pensais point à mon mal, mais à mon retour à la maison paternelle. Quand mon ami rentrait avec un œil poché, il était plein, caressé, choyé, habillé. Moi, j'étais grondé, mis en pénitence, et je demeurais tout nu. Le coup que j'avais reçu était dangereux, mais jamais la France ne put me persuader de rentrer chez mes parents. J'étais tellement effrayée. Je m'allais cacher au 2e étage avec Géril qui m'entortilla la tête d'une serviette. Et cette serviette, le mit en train. Elle lui représenta une mitre et il me transforma en évêque. Elle me fit chanter la grand-messe avec lui et ses sœurs jusqu'à l'heure du souper. Le pauvre pontife fut alors obligé de descendre. Le cœur me battait de frayeur. Mon père, surpris de ma figure et me voyant tout barbouillé de sang, ne dit pas mot. Ma mère poussa un cri. La France conta mon histoire en m'excusant et je n'en fus pas moins grondée. On pensa à mon oreille, mais il fut résolu qu'on me séparait de Géril et qu'on me ferait sortir de Saint-Malo le plus tôt possible.
Tels furent les jeux et les premiers attachements de mon enfance. Je ne sais si une éducation aussi rude est bonne en principe, mais elle fut adoptée par mes parents sans système et seulement par une suite naturelle de leur humeur. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle a pu donner à mes idées quelque chose de moins semblable à celle des autres hommes. Ce qu'il y a de plus certain encore, c'est qu'elle a imprimé à mes sentiments un caractère de tristesse. Né chez moi de l'habitude de souffrir même physiquement pendant mon enfance. Dit-on que cette manière de m'élever aurait pu me conduire à détester mes parents et à devenir mauvais fils? Loin de cela. Le souvenir de leur rigueur m'est presque agréable. J'estime et j'honore les grandes qualités des auteurs de mes jours. Quand mon père mourut, mes camarades au régiment furent témoins de mes regrets. C'est à ma mère que je dois la gloire et le bonheur de ma vie, puisque c'est d'elle, surtout, que je tiens ma religion. Aurait-on mieux développé mes talents naturels en me jetant de bonne heure dans des études communes aux hommes? J'en doute. Les flots, les vents, cette solitude, qui furent mes premiers maîtres, convenaient peut-être mieux à la nature de mon esprit et de mon cœur. Peut-être dois-je à cette éducation sauvage quelques vertus que j'aurais ignorées. La vérité est qu'aucun système n'est préférable à l'autre. Les enfants aiment-ils mieux leurs parents aujourd'hui qu'ils les tutoient et ne les craignent plus? Guéril était gâté dans la même maison où j'étais battue, et nous avons été tous deux d'honnêtes gens et des fils tendres et respectueux. Telle chose que vous croyez mauvaise devient la chose même qui rend votre enfant distingué. Telle autre qui vous semblait bonne fera de votre fils un homme commun. Dieu fait bien tout ce qu'il fait. Et c'est sa providence qui nous dirige lorsqu'elle nous réserve pour jouer un rôle sur la scène du monde. Une occasion de quitter Saint-Malo se présenta tout naturellement. Je touchais à ma 8e année. Mon père me conduisit à Planquette afin d'être relevé de vœux que ma nourrice avait fait pour moi à la Vierge de Nazareth. Nous descendîmes chez ma grand-mère, Madame de Bédé. Et si j'avais vu le bonheur sur la terre, eh bien, c'est certainement dans cette maison. Ma grand-mère occupait dans l'unique rue du hameau de l'abbaye une jolie petite maison dont les jardins descendaient en terrasse sur une vallée, et au bout desquels on trouvait une petite fontaine entourée de saules. Madame de Bédé ne marchait plus, mais à cela près, elle n'avait aucun des autres inconvénients de son âge. C'était une agréable vieille, grasse, blanche, propre, l'air grand, les manières belles et nobles, portant des robes à plis à l'antique, une coiffe noire de dentelle nouée sous le menton. Elle avait l'esprit orné, la conversation grave, l'humeur sérieuse. Elle était soignée par sa sœur, mademoiselle de Boistilleul, qui ne lui ressemblait que par la bonté. Celle-ci était une petite personne maigre, enjouée, causeuse et railleuse. Elle avait aimé un comte de Trémigon, lequel comte qui avait dû l'épouser avait ensuite violé sa promesse. Ma tante délaissée s'était consolée en chantant ses amours, car elle était poète. Je me rappelle lui avoir souvent entendu chantonner en nasillant et les lunettes sur le nez, tandis qu'elle brodait des manchettes à 2 rangs pour ma sœur, un apologue qui commençait ainsi. Un épervier aimait une fauvette, et ce, dit-on, il en était aimé. Ce qui m'a toujours paru singulier pour un épervier, la chanson finissait par ce refrain. « Ah, Trémigon, la fable est-elle obscure, turelurlure, taralalarala. » Que de choses dans ce monde finissent comme les amours de ma pauvre tante par turelurlure. Ma grand-mère se reposait sur sa sœur du soin de toute la maison. Elle dînait à 11h du matin, dormait 2 heures après son dîner. À 1h, elle se réveillait. On la portait dans son jardin où elle prenait l'air entourée de sa sœur, de ses enfants et petits-enfants. À 4h, elle rentrait dans son salon, où elle prenait l'air entourée de sa sœur, de ses enfants et petits-enfants. Et mademoiselle de Boistilleul frappait avec les pincettes contre la plaque de la cheminée,
Et quelques instants après, on voyait entrer 3 autres vieilles filles qui sortaient de leur maison voisine à l'appel de ma tante. Ces 3 sœurs dont la plus jeune avait 58 ans. Elles se nommaient les demoiselles Villeneuve. Fille d'un pauvre gentilhomme, au lieu de partager son petit héritage, elle en avait joui en commun et ne s'était jamais quittée. Elles n'étaient jamais sorties de leur village paternel. Liées depuis leur enfance, avec ma grand-mère, elles logeaient porte à porte et venaient tous les jours au signal convenu dans la cheminée faire la partie de quadrille de leur vieille amie. Le jeu commençait, les bonnes dames se querellaient. C'était le seul événement de leur vie et le seul moment où l'égalité de leur humeur fut altérée. À 8 heures, le souper ramenait la sérénité. Souvent, mon oncle de Bédé, frère de ma mère avec son fils et ses 3 filles, assistait au souper de l'aïeul. Celle-ci, animée par cette réunion, faisait 1000 contes du vieux temps et mon oncle racontait à son tour la bataille de Fontenoy où il avait été blessé et finissait par des histoires un peu franches qui faisaient pâmer de rire les bonnes dames. À 9 heures, le souper était fini, les domestiques entraient et on se mettait à genoux. Puis mademoiselle de Boistilleul disait la prière. À 10 heures, tout dormait dans la maison excepté ma grand-mère qui se faisait faire la lecture par sa femme de chambre jusqu'à 1 heure du matin. Cette société que j'ai observée la première dans la vie est aussi la première qui est disparue à mes yeux. J'ai vu la mort entrer sous ce toit de paix et de bénédiction, la rendre peu à peu solitaire, fermer une chambre et puis une autre qui ne se rouvrait plus. J'ai vu ma grand-mère forcée de renoncer à sa partie de jeu, faute de partenaires accoutumés. J'ai vu diminuer le nombre de ses vieilles amies jusqu'au jour où mademoiselle de Boistilleul tomba la dernière. Je suis peut-être le seul homme au monde qui se souvienne ou qui sache que ces personnes ont existé. 20 fois, depuis cette époque, j'ai fait la même observation. Et 20 fois, sans être très vieux, des sociétés se sont formées et se sont dissoutes autour de moi. Cette impossibilité de durée et de longueur dans les liaisons humaines, cet oubli profond qui nous suit, cet invincible silence qui s'empare de notre cercueil, qui s'étend sur notre maison et sur notre tombe, me ramène sans cesse à la nécessité de l'isolement dans la vie. Toute main est bonne pour nous donner le verre d'eau dont nous pourrons avoir besoin dans la fièvre de la mort. Ah, qu'elle ne nous soit pas trop chère. Car comment abandonner sans désespoir la main que l'on a couverte de baisers et que l'on voudrait tenir éternellement sur son cœur. Le château de mon oncle, le comte de Bédé, était situé à 1 lieue de Planquette, dans une position élevée et riante. Tout y respirait de la joie. L'hilarité de mon oncle était inépuisable. Il avait 3 filles, Caroline, Marie et Flore, et un fils, le comte de la Boistardée, conseiller au Parlement, qui partageait son épanouissement de cœur. Mon choix était toujours rempli des gentilshommes du voisinage et on faisait de la musique, on dansait, on chassait, on était en liesse du matin au soir. Ma tante, madame de Bédé, qui voyait mon oncle manger gaiement son fonds et son revenu, se fâchait assez justement, mais on ne l'écoutait pas. Sa mauvaise humeur augmentait au contraire, la bonne humeur de sa famille, d'autant que ma tante était elle-même sujette à bien des manies, et elle avait toujours un grand chien de chasse, hargneux, couché dans son giron, et un sanglier privé qui remplissait le château de ses grognements. Quand j'arrivais de la maison paternelle sombre et silencieuse à cette maison de fête et de bruit, je me trouvais dans un véritable paradis. Ce contraste surtout devint plus frappant lorsque ma famille fut fixée à la campagne. Passer de Combourg à Montchoix, c'était passer du désert dans le monde, du donjon d'un vieux baron gaulois, à la villa d'un prince romain. Le 4 octobre de l'an, je partis de chez ma grand-mère avec ma mère, ma tante de Boistilleul, mon oncle de Bédé, ses enfants, ma nourrice, mon frère de lait, pour être relevée de vœux de ma nourrice à Notre-Dame de Nazareth.
J'avais un habit blanc tout neuf, avec une écharpe de soie bleue, des souliers, des gants, un chapeau blanc. C'était la première fois de ma vie que j'étais décemment habillée. Je devais tout devoir à la religion, même la propreté que saint Augustin appelle une demi-vertu. Nous montâmes à l'abbaye à 10 heures du matin. L'église était placée au bord du chemin et environnée de grandes ormes. Le village de Plancoët et ceux des environs étaient accourus à cette cérémonie. Déjà, les religieux occupaient les stalles du chœur et l'autel était illuminé. À l'instant où j'entrais dans l'église avec ma famille, on entonna l'Ave Maris Stella. Les bedeaux vinrent me prendre en cérémonie et me conduisirent dans le chœur en face de l'autel. On y avait préparé 3 sièges. Je me plaçai dans celui du milieu, ma nourrice se mit à sa gauche et mon frère de lait se mit à ma droite. La religion qui ne connaît pas les rangs et qui donne toujours des leçons ne voyait dans cette cérémonie que la pauvre femme dont le vœu m'avait sauvée de la mort. Et l'enfant qui avait sucé le même lait que moi, la grande dame, ma mère, était à la porte, la paysanne, dans le sanctuaire. Puis, la messe commença. Elle fut chantée au son de l'orgue et sous l'invocation de la Sainte Vierge. Je vous propose de s'arrêter là pour cette fois-ci, pour cet épisode. Mais on va se retrouver très très prochainement pour la suite des mémoires d'outre-tombe de notre ami l'auteur François-René de Chateaubriand. À présent, n'hésitez pas tout de suite, vous pouvez y aller en nous écrivant sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe, vous tapez #VBN. Mais je ne m'arrête pas là, ce n'est pas tout. Puisque figurez-vous qu'il y a une petite nouveauté pour cette rentrée 2015, puisque la direction de l'émission a décidé de vous, téléspectateurs, de vous donner la parole et de nous écrire de manière anonyme ou pas, comme vous le souhaitez, par rapport au thème de l'amour, de la rencontre amoureuse. Alors, si vous avez envie éventuellement de vous confier sur votre dernier coup de cœur, sur une rencontre qui vous a particulièrement marqué, sur un amour impossible peut-être, ou une relation inavouée, peut-être êtes-vous amoureux de quelqu'un qui n'est pas libre, d'un collègue, d'une collègue, c'est des choses qui peuvent arriver, ou peut-être des choses un peu plus tristes, parce que c'est vrai que l'amour, c'est quelque chose de beau et d'exaltant, mais ça peut aussi faire mal, et parfois, eh bien, il peut y avoir des déceptions, des chagrins, des ruptures, des séparations, des deuils. Enfin, si vous avez envie de vous confier sur quelque chose de personnel qui vous tient à cœur, on vous propose de vous lire à l'antenne. Vous pouvez juste tout simplement nous écrire sur une réflexion générale, enfin sur l'amour en général, ou en tout cas, j'ai envie de vous dire, sur la complexité de le trouver. N'est-ce pas? Eh bien, c'est assez simple. Vous connaissez le principe. Vous allez sur Facebook, vous tapez Laura Guézen officielle, ou également la page de l'émission directement, Voyage au bout de la nuit sur Facebook, ou encore tout simplement, pour ceux qui le souhaitent et qui seraient peut-être un petit peu plus traditionnels dans leur manière de suivre l'émission, vous pouvez aussi nous écrire directement par voie postale, ici au siège de la chaîne, dans les studios de l'émission, donc à D8 à Boulogne-Billancourt. Et eh bien, on sera donc ravis de lire votre courrier, et donc je me chargerai personnellement de partager votre histoire à l'antenne, d'en parler directement ici sur le canapé de Voyage au bout de la nuit. Alors écoutez, soyez inspirés, soyez romantiques, soyez transportés peut-être, illuminés, poétiques, pourquoi pas même mystiques. Tout est permis. J'attends avec impatience de vous lire. Pour l'heure, je vous laisse en compagnie de mes charmantes coéquipières. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle nuit sur D8.